Il n'y a pas d'examen pour entrer à la maternelle. Ce n'est pas que notre enfant ne sera pas admis si certaines habiletés sont moins présentes, moins développées. Mais vous serez d'accord que ce qu'on veut, c'est que l'enfant ait une belle expérience. On veut surtout pas qu'il vive du stress dans son quotidien parce qu'on lui présente des activités qui sont peut-être trop avancées pour son niveau de développement. Et aussi, il y a des activités d'apprentissage qu'on va lui proposer qui impliquent des outils. Par exemple, colorier, découper des images de choses saisonnières, puis aller les coller sur une feuille sous la bonne saison. Donc, dans cet exemple-là, si je veux avoir du plaisir et bien profiter de cet apprentissage-là, c'est sûr que je vais bénéficier d'être à l'aise avec des ciseaux. Mais qu'est-ce que ça prend pour être prêt à la maternelle? Est-ce que l'enfant doit être prêt? Y a-t-il quelque chose à faire pour se préparer, pour le préparer? Et si notre enfant ne nous paraît pas prêt à nos yeux, est-ce qu'il faut être préoccupé? Est-ce qu'il faut consulter? Eh bien, ce sont les sujets de cet épisode dans lequel vous entendrez 3 ergothérapeutes, moi-même, Véronique Grandmont et Françoise Brissot, en réflexion sur la préparation à la maternelle, particulièrement la préparation du corps. Avant de vous partager nos discussions, je vous lis un paragraphe lu sur un site de l'Université de Montréal, l'Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, qui souligne que la préparation à l'école conduit à la réussite scolaire et que de nombreuses données probantes révèlent que le rendement scolaire pendant les premières années de scolarisation, donc de la maternelle jusqu'à la 3e année, a d'importantes répercussions plus tard sur la réussite scolaire et dans la vie, et conclut leur énoncé en disant que comprendre comment mieux préparer les jeunes enfants à l'entrée à l'école est devenu prioritaire pour les parents, les éducateurs, les législateurs et les chercheurs. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Un sujet qui est d'actualité avec la période de l'année et c'est préparation ou la pertinence de la préparation, les pour, les contre, les enjeux, l'importance ou la non-importance de préparer les enfants qui entrent en maternelle en septembre prochain. Oui, puis les contextes aussi, on a la chance d'avoir quelqu'un de l'Europe. Les contextes de préparation sont différents en fonction de l'âge, puis des... Nous, c'est pas à la même âge que par chez vous, alors ça va être intéressant de discuter de ça, je pense. Bien, tout à fait. Pour référence, nous, quand on parle d'entrée en maternelle, traditionnellement, c'était à 5 ans. Maintenant, depuis 2 ans, on a les maternelles 4 ans. Donc, il y a des enfants qui font leur entrée au Québec en maternelle 4 ans. Ouais. Mais en Europe, quand on dit qu'on s'en va en maternelle, ça veut dire quoi? Normalement, c'est 3 ans. Donc, tu vois, tu fais petite section de maternelle, donc on appelle PS, après moyenne section de maternelle et grande section de maternelle. Et quand un enfant rentre à 2 ans et demi, il fait 2 années de petite section de maternelle. C'est ça. Et puis, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais nous, on a les établissements publics et les établissements privés. Avec l'éducation nationale, soumis avec les mêmes règles. Et quand le petit est prêt ou quand les parents veulent, il rentre là. Et nous, le système de crèche et d'assistante maternelle s'arrête à 3 ans pour les aides financières aussi. C'est important de savoir ça. C'est-à-dire que la crèche, c'est à 3 ans que c'est terminé. Okay. C'est vraiment un contexte différent. Mais si on parlait du sujet du jour, si tu veux une phrase pour partir le sujet, Josiane, tu peux dire, est-ce qu'on laisse la nature aller ou est-ce qu'on aide, on donne un petit coup de pouce avant l'entrée? Oui, parce que je pense que c'est ça. Il y a peut-être 2 grandes perspectives où c'est vrai, les enfants se développent chacun à leur propre rythme.
et de préparer l'enfant à son entrée en maternelle pour un enfant qui se développe naturellement, est-ce que c'est superflu? Donc, il y a ce camp-là et il y a le camp il y a des attentes. En fait, on pourra en parler. Y a-t-il des attentes? Et si l'enfant n'arrive pas prêt, quels sont les enjeux? Hein? Mais je pense que peu importe l'âge à laquelle ça se fait dans les établissements, dans chaque pays, je pense que ce qui nous permet de débattre les pour et les contre, c'est vraiment de dire qu'est-ce que l'enfant a besoin à cet âge-là au point de vue développemental. Ouais, je pense que quand on revient à cette question-là, on est capable de répondre Tout à fait. Il y a vraiment deux niveaux. Il y a le niveau du besoin individuel, de reconnaître les besoins individuels de ton enfant, mais il y a aussi le niveau global de dire à 3 ans, généralement, de quoi ont besoin les enfants? Où est-ce qu'ils sont rendus en moyenne dans leur développement? Est-ce que c'est le temps de les faire écrire leur nom? Est-ce que, tu sais, c'est des questions larges qui font comme mais comme c'est des questions, je pense que... Mais c'est des questions que les parents se posent, particulièrement si c'est leur premier enfant entrant à la maternelle. J'ai comme le goût de reformuler le sujet d'une autre manière, qui serait: est-ce qu'il faut préparer les enfants qui ne semblent pas prêts? C'est sûr qu'un enfant qui semble précoce, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut savoir, mais qui écrit son nom, qui est très moteur, qui veut aller à la maternelle, définitivement, personne ne se pose la question. Est-ce qu'il faut préparer cet enfant-là? Mais l'enfant qui semble plus lent, qui a son propre rythme et dont le parent... Si le parent se pose la question finalement, est-ce que je devrais le préparer parce que j'ai comme une impression qu'il ne sera pas prêt pour ce qu'on va lui proposer en maternelle. Maintenant, on peut quand même se demander, est-ce que ces enfants-là, on devrait les accompagner puis proposer peut-être une préparation plus formelle en vue de l'entrée en maternelle, ou est-ce qu'on reste dans le respect de leur rythme? Parce que les enfants, oui, ont chacun leur rythme de développement, mais aussi l'âge d'entrée en maternelle peut faire que certains enfants ont jusqu'à 9 mois de différence au moment de leur rentrée. Et en 9 mois, quand on a 4 ans, ça fait une grosse différence qui n'est pas atypique, qui n'est pas anormale, c'est clair. Je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Josiane, t'as-tu donné des exemples pour savoir à quoi qu'on reconnaît un corps prêt à la maternelle? Non, pas encore. Pas encore. C'est un jeu de mots. J'attendais, mais eux autres, ils ont tout compris. OK. Ce qu'on s'en allait faire, c'était donner des exemples de ce qu'on pourrait s'attendre chez un enfant qui entre à la maternelle en septembre prochain. Une des choses qu'il va devoir faire à la maternelle, qui est souvent un des motifs de référence des enseignants de maternelle, c'est par exemple juste être capable de rester assis au sol en tailleur. C'est sûr qu'il y a d'autres façons de s'asseoir, mais les enseignants vont souvent favoriser le tailleur parce que ça prend moins de place et les jeunes se retrouvent sur un petit tapis. Donc, une quinzaine de minutes, rester assis sans trop gigoter. Il y a peut-être une causerie, une activité de groupe qui se fait. Donc, l'enfant qui manque de contrôle dans sa posture va avoir de la difficulté à rester assis. Ça, c'est intéressant parce que comme parent ou comme éducateur, des fois, on peut se dire « Ah, ben, il est pas attentif auditivement, il y a quelque chose, mais d'emblée, c'est peut-être la posture qui est pas suffisamment entraînée pour être assez tolérante pendant tout ce temps-là pour être assis au sol, finalement. » C'est un super bon point parce que c'est comme la base, littéralement. Si j'arrive pas à stabiliser mon corps, j'arriverai pas à être attentif, à suivre une cible des yeux, à regarder mon enseignant. Fait que je vais avoir l'air d'un enfant hyperactif ou qui a une faible attention, et c'est parfois une hypothèse qui est amenée. Est-ce que l'enfant pourrait être un futur enfant avec un TDAH? Mais pas nécessairement. Des fois, ils sont capables d'écouter, mais ils ont juste besoin... Ils ont besoin de bouger. Et il faut savoir que le développement moteur de l'enfant, ça s'installe sur 7-8 ans. Au début de la maternelle, l'enfant, il n'y a pas encore tout ce qu'il faut pour être super top stable, assis longtemps par terre. Donc, c'est exigeant, ça demande des efforts, mais ce sont des efforts qui vont lui être demandés et idéalement auxquels il va pouvoir répondre correctement. Un autre exemple,
Il y a rester assis sur une chaise aussi, parce qu'ils vont faire certains enseignements assis, du bricolage notamment. C'est sur une chaise, c'est pas facile non plus si on n'a pas un bon développement postural. Donc, ça fait un enfant qui peut gigoter, un enfant qui peut tomber de sa chaise, et de même un enfant qui n'est pas bien dans cette position-là, donc qui démontre pas d'intérêt pour faire l'activité en cours. Un corps stable va permettre d'avoir un bras stable, une main stable. Donc, de là, on pourrait remarquer des défis aussi avec le contrôle des ciseaux ou du crayon, qui sont pas tant une problématique de base avec la motricité fine pour l'enfant comme tel, mais la cause est que le développement postural est encore en développement. Donc, rester assis, participer à des routines de mouvement dans la classe, des jeux avec des ballons, des comptines dansées, des choses comme ça, colorier avec une intention de ne pas dévier. Ça se peut qu'on dévie encore un peu, mais d'avoir un souci de ne pas dévier, dessiner, copier, tracer, découper des formes, l'hiver. C'est sûr qu'ils vont les aider encore, mais l'objectif est que l'enfant développe une autonomie pour mettre ses bottes, sa salopette. Bon, on a des bons défis là au Québec de tout ce qu'il faut mettre pour aller à l'extérieur, mais plus l'enfant a d'expérience avec ça, plus il va pouvoir en faire une grande partie. L'utilisation de la toilette, l'enfant va pouvoir s'occuper de ses vêtements, les descendre, s'essuyer, tout ça. Les lunchs, manipuler ses contenants, ouvrir des sachets. Bon, idéalement, on est le plus zéro déchet possible et on n'a pas trop de sachets et tout ça, mais il y a quand même de la manutention à faire, manger proprement avec mes ustensiles et tout ça. Un point important que j'aimerais faire au niveau de la préparation à la maternelle, c'est que ça se débute pas tout de suite après l'inscription en février, entre maintenant puis septembre. Donc, c'est pas mon enfant s'en va à la maternelle, il faut que je commence à le préparer. La préparation à la maternelle a débuté dès la naissance de bébé. Tout son développement de sa posture et de sa future motricité fine en renforçant ses bras puis tout ça, ben ça se passait quand il était tout petit. En fait, c'est moins compliqué qu'on pense parce que quand on parle de préparer, ben c'est pas si sorcier en fait. C'est juste comme de passer beaucoup de temps avec ses enfants au sol, dans différentes positions, dans différents mouvements. Mais c'est jouer. C'est jouer. Si on essayait de mettre des groupes d'âge, là, on pourrait se dire qu'en 0 à 1 an, on développe la base de la posture, donc juste se mobiliser au sol, se tourner, se pivoter, se déplacer, ramper, marcher à quatre pattes, se hisser debout, bon, tout ça. Entre 1 et 2 ans, c'est tout ce qui est la motricité libre, courir partout, encore se rouler par terre, pas de structure. Ensuite, vers 2 ans, on peut commencer à avoir certains petits obstacles, à mettre des coussins par terre, enjamber, passer sur une chaise en rampant. À partir de 3 ans, on peut commencer à avoir un petit peu de structure, d'équipement. Donc, le ballon, le tricycle, sauter par-dessus quelque chose. Mais rien de compliqué. Et continuer à s'amuser beaucoup avec l'imaginaire des enfants, ça nous donne un levier extraordinaire parce qu'on peut faire semblant qu'on est des animaux, on peut faire semblant qu'on construit une maison, on fait des mouvements, on développe notre équilibre. Juste jouer dehors, ça amène plein de possibilités. Il y a toutes sortes de terrains qui diffèrent. À chaque fois que l'enfant court de l'asphalte au gazon, il y a plein d'ajustements qui doivent se passer dans sa posture. Aller au parc, visiter différents parcs, toujours des nouveaux défis à surmonter. Et c'est dans l'exploration puis dans la motivation. Donc, je veux grimper en haut de cette échelle-là, mais j'y arrive pas, je sais pas comment. Ben, c'est des essais, des erreurs à un moment donné. Il va trouver comment faire. Fait que c'est surtout d'avoir l'opportunité et rester motivé. Donc, de pas exiger, de pas mettre de pression, s'assurer que l'enfant s'amuse et c'est sa propre motivation qui va le guider à développer, dans le fond, ces préalables scolaires-là. Quand on s'en va vers 4 ans, c'est sûr que dès 3 ans, les outils devraient faire partie de la vie de l'enfant, crayons, ciseaux. Vers 4 ans, on veut suivre d'un petit peu plus près si l'enfant n'a pas d'intérêt ou encore de la difficulté. Mais c'est toujours en offrant des activités qui sont vraiment assorties à son niveau d'âge que va être la clé pour la progression. Donc, si l'enfant tient les ciseaux à 2 mains,
c'est pas d'essayer de l'inciter à les mettre dans une main, c'est de trouver des activités qui se font en tenant les ciseaux à 2 mains. Un élément que je trouve intéressant de mentionner, qui moi, comme ergothérapeute, me rassure beaucoup, c'est de voir un enfant qui a de la motivation et de l'intention. La phrase que je dis parfois, c'est que c'est l'intention qui mène à l'évolution. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Fait qu'un enfant qui ne découpe pas encore très bien ou qui dessine, colorie pas encore très bien, mais qui aime ça, c'est vraiment précieux d'emblée. Un enfant qui n'est pas intéressé par des activités telles que découper et dessiner, c'est probablement un enfant qui est surchargé par cette activité-là. Il y a une difficulté à quelque part. L'activité est trop avancée pour lui ou le contexte dans lequel on lui propose l'activité cause du stress, les attentes. On s'attend peut-être à trop vite, à trop de lui. Tiens les ciseaux, non, fais pas ça, des choses comme ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment que l'enfant ait du plaisir, aime utiliser des outils, même s'il va pas aussi vite qu'on voudrait qu'il aille. S'il arrive en maternelle et qu'il tripe crayon-ciseaux, son enseignante va être capable de l'accompagner pour récupérer. Mais s'il arrive en maternelle et qu'il n'aime pas ces activités-là parce qu'on a poussé trop vite, trop tôt, ou qu'il manquait trop d'habileté, c'est plus difficile à surmonter qu'un enfant qui est motivé. Puis, il y a peut-être une différence aussi qu'on peut apporter au niveau de pousser. Tu sais, si un enfant va s'intéresser à quelque chose, puis de lui-même, il va le faire parce qu'il imite ou il va faire quelque chose, ben c'est pas vous qui le poussez à le faire. C'est lui qui a décidé de faire ça, puis d'essayer de vous imiter, ou tandis que, bon, tu sais, quand on pousse à faire quelque chose, c'est que l'enfant est pas prêt, ben tu sais, c'est plus comme quand on dit « Non, mais fais-le comme ça, fais-le comme ça, fais-le comme ça ». C'est plus dans ce sens-là qu'on dit pousser quand ils sont trop jeunes. Mais si d'emblée, il l'initie par lui-même, ben c'est pas vous qui le poussez. Oui, tout à fait. Petite phrase clé que Véronique a mis en jaune sur la feuille ici, qui est super le fun à partager. La prévention est plus facile, plaisante, accessible, efficace et moins dispendieuse que l'intervention. Plus facile, plaisante, accessible, efficace, moins dispendieuse que l'intervention. En 2 mots, vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Voilà. Nous sommes ergothérapeutes. Le nombre de références que nous recevons pour des petits cocos en maternelle à la première communication est énorme. Beaucoup d'enfants sont référés par les enseignants. Je souligne la vigilance des enseignantes pour remarquer les défis des enfants et les diriger vers les ergothérapeutes. Mais il y en a beaucoup trop, à mon avis, et les références les plus communes touchent rester assis sur une chaise et utiliser des outils, prise du crayon, des ciseaux, notamment. Et tout ça, ça s'est pas développé le mois qui a précédé l'entrée scolaire. La préparation du corps commence dès la naissance et c'est tout ce qui se passe dans les années précédentes qui fait que l'enfant va avoir cette motricité globale, cette motricité fine-là, sur lesquelles capitaliser pour développer ses autres habiletés, sa cognition, son langage et tout ça. Et quand je dis prévention, prévention, c'est vraiment juste suivre le développement de l'enfant, jouer, faire beaucoup de jeux moteurs, définitivement pas aller vers les écrans entre 0 et 5 ans, donne beaucoup de motricité libre, c'est ça la prévention. C'est que c'est plus facile de jouer avec un tout petit, de faire la tortue à 4 pattes dans le corridor à la maison que d'aller voir un ergothérapeute à 5 ans, plus accessible parce que c'est dur d'en trouver, c'est cher, c'est peu probable que le réseau public va pouvoir vous offrir des services pour des petites, c'est considéré des petites problématiques. Donc, un enfant qui aurait une prise du crayon encore peut-être avec toute la main en maternelle, c'est important que on comprenne pourquoi on l'outille parce que l'année prochaine, il va apprendre à écrire des lettres. Il y a besoin d'une prise plus fine avec les doigts. C'est vraiment de se préoccuper, de donner beaucoup d'opportunités à l'enfant avant l'entrée à l'école plutôt que d'essayer de corriger après. Parce que plus l'enfant est vieux, moins il y a des habitudes, donc il est habitué de faire les choses d'une certaine façon, il y a une personnalité, et bien qu'à 5 ans, les enfants sont encore très ludiques, imaginatifs et embarquent très bien dans les interventions qu'on propose, c'est quand même efficace, mais c'est beaucoup
plus facile de prévenir avant qu'il y ait des impacts que de récupérer une fois qu'on remarque. Donc, suivre le développement de l'enfant et y aller d'une manière globale dans le développement de la motricité. Mais si on remarque qu'un enfant commence à prendre peut-être des retards, ben, on essaie d'aller chercher peut-être des stimulations plus spécifiques. As-tu des idées pour stimuler un petit peu plus les muscles de la main spécifiquement pour sa prise du crayon? Ça serait de la stimulation plus spécifique, ciblée. La stimulation plus générale, entre 3 et 5 ans, serait fait juste jouer avec des petites bébelles. Jouer avec des petits camions, des Barbies, des petits blocs, n'importe quoi, tout ce qui est petit, tout ce qui se manipule, c'est bon. Okay? On n'a pas besoin d'aller faire la course aux habiletés. Donc, on n'a pas besoin de dire à l'enfant, viens, je vais te montrer à sauter sur un pied. On va au parc, on joue dehors, il y a une chaîne de trottoir, ben, il va naturellement, à un moment donné, essayer de découvrir, parce que c'est sa curiosité naturelle par rapport aux possibilités de son corps qui va le guider à essayer des choses nouvelles. Il va observer un autre enfant le faire, il va essayer naturellement. Donc, on n'a pas besoin d'enseigner toute la motricité, juste donner des contextes où l'enfant va pouvoir l'utiliser. Quels sont les impacts si un enfant arrive à la maternelle en septembre et n'est pas à l'aise pour utiliser des outils? Je prends un petit moment pour vous communiquer que le webinaire des 4 pros vers la maternelle revient cette année et c'est avec Sarah Hamel, psychoéducatrice, qu'on parle des grandes émotions de la rentrée, Marie-Ève Pajot, orthophoniste pour le langage, les apprentissages et la gêne des premières journées, Cosette Gerget, nutritionniste pour l'ABC de la boîte à lunch et moi-même ergothérapeute pour la motricité, le sac d'école et les outils. Je vous laisse un lien vers les informations dans les notes sous l'épisode. Si un enfant arrive à la maternelle en septembre et n'est pas à l'aise pour utiliser des outils, qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est sûr que les enseignantes de maternelle, ils sont très sensibilisées au rythme des enfants, elles sont très soutenantes, validantes, mais la réalité, c'est que l'enfant pour lui-même est confronté quotidiennement à des activités où il peut être susceptible de se comparer aux autres. Il y a des enfants qui n'ont peut-être pas abordé le découpage et qui sont naturellement des enfants plus perfectionnistes, qui aiment les belles choses et qui aiment réussir, qui aiment bien faire les choses. Et là, ils arrivent sans ces compétences-là parce que en garderie, plus jeune à la maison, en crèche, découper, colorier, coller, c'est plus récréatif. Il y a moins d'attente par rapport aux résultats. C'est à ton rythme, c'est pour ton plaisir, mais plus on avance en scolarité, donc maternelle 5 ans, on va utiliser le dessin et les ciseaux pour faire des apprentissages. C'est vrai que le critère 5 ans et 3 ans, c'est pas le même. On voit bien, parce que du coup, là, on approche au CP, il faut qu'il y ait des habiletés qui soient déjà posées pour faciliter après l'écriture et tout le prégraphisme et le graphisme, en fait. C'est vrai que le critère de 3 ans, c'est déjà même de rester assis sur la petite table. On voit bien, si à la maison, déjà, on n'arrive pas à... Mais même leur repas, en fait, parce que nous, du coup, il y a la cantine. Donc, si à la maison, c'est un enfant qui papillonne et qui mange un petit bout de pomme de terre, un petit bout de petit pois en marchant, il y a ce cap de rester au moins un quart d'heure assis à table à la cantine, savoir tenir une fourchette, une petite cuillère, et voilà, quoi. Il y a tout ça aussi, hein. Et les petites habiletés qu'il faut quand même avoir, tout va pas se faire en classe. Il y a des habiletés à préparer quand même à la maison, je trouve. Bien qu'en maternelle, je pense que les impacts demeurent quand même minimales si l'enfant n'est pas prêt à différents niveaux. Mais je pense que les impacts vont s'accumuler et être beaucoup plus handicapants, vont créer des situations de handicap et confronter l'expérience scolaire à partir de l'année suivante. Alors, l'enfant ne peut pas apprendre l'écriture à son rythme. Il y a un point où c'est obligatoire. C'est qu'il y a une année où c'est l'année où ça s'enseigne qu'on doit l'apprendre parce que 6 mois après le début de l'enseignement, il faut l'utiliser pour faire d'autres apprentissages. Dans le pays, il va dire c'est cette année-là que l'enfant apprend l'écriture. Si j'ai inscrit mon enfant à un cours et que c'était un cours de natation et que rendu là, il nous communique que c'est trop. Et il nous communique qu'il n'aime pas ça, puis on se rend compte que la marche est haute pour différentes raisons. Ben, on dit, OK, on reportera ça une autre année. Mais lorsqu'il s'agit de la maternelle, on peut pas dire
c'est vrai que c'est trop haut comme marche. On n'est plus dans ta zone proximale du développement. Il y a une partie que c'est optionnel, mais par exemple, la maternelle 4 ans au Québec, elle est optionnelle. Donc, on pourrait reporter, mais est-ce qu'on reporte le défi à l'année suivante aussi? Pourquoi on le reporte? Avec quel objectif on se met le fait de le reporter? Parce que... Oui. Donc, l'idée, c'est que avant l'entrée en maternelle, il y a beaucoup de temps si on s'y prend tôt, puis on suit le développement de l'enfant pour identifier les défis, accompagner à la maison ou avec du support professionnel et s'assurer que l'enfant a le plus d'acquis possible dans son développement. Dans le fond, c'est suivre son développement, c'est pas suivre ses préalables de maternelle, c'est l'enfant qui prend des retards significatifs parce que, comme tu disais, c'est normal d'être plus fort dans certains domaines, être plus fort en attention, moins en motricité fine, mais c'est de ne pas avoir des dents de scie qui sont trop longues dans certains domaines. Puis plus tôt on le remarque, plus on peut stimuler. Et je prends quelques secondes pour distinguer stimulation et intervention. C'est que si je remarque que c'est un besoin, je peux procurer des contextes, des jeux et d'une manière informelle, sans entrer dans une structure d'intervention. Mon enfant aime jouer dehors, c'est un enfant moteur, il aime les livres, mais il n'aime pas les activités de motricité fine. Donc, je le remarque et je commence à l'introduire davantage. Puis là, cette expérience-là, ça ne fait que soutenir la suite de son développement, finalement. Fait que ça, c'était la stimulation. Puis, la stimulation, c'est beaucoup plus facile, accessible, plaisant et moins dispendieux que l'intervention. Et de là, s'y attarder plus tôt que plus tard, fait que l'enseignante de mon enfant à 8 ans qui me dit à ce moment-là que mon enfant n'arrive pas à progresser avec l'écriture, là, je me retrouve dans un contexte où j'ai plus accès à mon enfant autant parce qu'il est à l'école. Il est plus occupé, mon enfant. Il y a des activités parascolaires, il y a des travaux à la maison. Et, tout à fait. La différence est encore plus accrue par rapport aux autres. Oui, et comme parent, c'est plus facile de trouver des ressources de stimulation un peu partout sur le web que d'intervention. L'intervention, ça prend un professionnel idéalement. Si je n'ai pas de professionnel, c'est un peu plus difficile de déterminer à 8 ans qu'est-ce qui bloque mon enfant dans son écriture. Oui, tout à fait. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est proposer des activités d'intervention au hasard à un enfant qui est déjà surchargé par son quotidien. C'est ça. Si on revient à la question du départ, qui étaient les pour, les contre, les enjeux, l'importance de la préparation de l'enfant pour son entrée en maternelle, peu importe son âge ou son type de maternelle. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire ressortir, Véronique et Françoise, comme mot de la fin? Moi, j'aurais envie de dire que, tu sais, comme la vie va vite, puis que dans le fond, les parents, tout le monde a des horaires occupationnels chargés, tout ça. Alors, si on prend comme juste un moment pour se pencher sur, c'est quoi, on pense que notre enfant, l'aspect qui a besoin d'un petit peu plus de stimulation, puis qu'on intègre ça dans le fond pour créer une habitude avant, ça risque de se passer mieux quand tu vas arriver à la maternelle. Fait que dans le fond, au lieu de voir ça gros, moi, je pense qu'il faut juste voir à cibler quelque chose sur lequel on peut créer des contextes, puis cibler comme une chose qu'on pense que pourrait aider notre enfant. Puis, comme parent, je trouve qu'on se sent plus engagé dans ce processus sans dire, ben là, il faut absolument intervenir partout, mais fixer des choses qui sont réalistes en fonction. C'est ça. J'aime bien. Oui, je trouve ça bien. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi, entre soutenir et intervention, je trouvais que on va l'aider un petit peu en soutenant. Allez, on va t'accompagner pour que ce soit plus facile et avec la petite particularité, parce qu'on les connaît, nos enfants, on voit bien. Et je trouve que le mot soutenant, voilà, à travers des jeux avec les frères, les sœurs, les cousins, et ça peut être, du coup, ça passe tout seul aussi, quoi, parce que on a tellement maintenant sur le web de possibilités de faire que ça peut être fait sans avoir un challenge de réussite comme
il faut que ce soit fait avec douceur et bienveillance, mais quand même bien soutenant, quoi. Moi, je trouve que ça, c'est... Parce que du coup, il est aidé. Ben, tout à fait. Puis, je vais avec le mien. Je dirais que non, il ne faut pas préparer l'enfant à son entrée en maternelle à partir du moment où on sait qu'il s'en va en maternelle puis qu'on se rapproche. C'est la petite enfance qui va préparer l'enfant dans tous les domaines à la maternelle. Donc, c'est sa curiosité naturelle qui va faire que l'enfant va demander à son parent de lui montrer les formes, qui va lui faire découvrir le dessin, les ciseaux. C'est son entourage naturel, justement, qui va déclencher par la curiosité que l'enfant va vouloir essayer, imiter, en savoir plus. Et que dans cette optique-là, il n'y a rien qu'on a besoin d'enseigner à l'enfant. C'est vraiment de suivre son développement. Et si on remarque que des choses semblent un petit peu plus lentes, plus on le remarque tôt, plus on peut stimuler. Et l'enfant, en principe, arrive à la maternelle prêt et peut-être qu'il a un peu moins d'expérience avec le découpage si ce n'était pas dans ses intérêts, mais il arrive prêt à vouloir en savoir plus sur le découpage. Il a cette appétence-là d'en savoir plus, d'arriver intentionné, motivé, d'apprendre et avec le plus de compétences langagières, motrices, cognitives possibles. Il est prêt. Fait que d'être à l'affût, que s'il n'y a pas cette curiosité-là, cette appétence, qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche, finalement, de mettre le doigt sur « Ah, pourquoi il n'est pas curieux? Pourquoi ça se passe pas bien? Pourquoi? » Et généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être un peu élevé. Un peu difficile. Dans ça. De se poser là-dessus, quand il a 18 mois, 2 ans, c'est plus facile. Et les résultats de stimulation sont plus rapides et concrets, plus l'enfant est jeune. Mais c'est ça. Mais dans les mois qui précèdent, c'est beaucoup plus au niveau affectif. Je pense que l'enfant a besoin d'être accompagné, qu'on discute avec lui comment il se sent. Puis si il communique qu'il a certaines peurs, craintes et tout ça, qu'on peut l'accompagner là-dedans. Il y a beaucoup de livres qui existent aussi d'enfants, d'animaux qui commencent la maternelle, peuvent permettre à l'enfant d'identifier ses préoccupations. De répondre à ses questions. De répondre à ses questions. Répondre à ses questions, c'est ça. Ouais. Voilà, c'était très intéressant, mes chers collègues ergothérapeutes du Québec et de la France. OK, merci. Bon, bonne journée à vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!